On m'a demandé de filmer des obsèques donc, au crématorium. La meuf, elle se fait 200 balles en une demi-heure, ça va pour elle, tu vois. Mais ça a été quoi la pire situation que vous avez vécue dans votre métier? La base dans nos métiers, on doit s'adapter. Le discours de l'entrepreneur qui a rien, qui a même pas un ordi, aujourd'hui 6 ans après, est encore là. On va faire un petit jeu. Le nu-nu, c'est pas mon truc. Moi, j'ai eu... Nu-nu-nu-nu. Ah, nu-nu-nu, oui. Bonjour Lucie, bonjour Alex. Salut. Et bienvenue Hello. au Creator Studio. Alors Alex, tu connais déjà les lieux, puisque c'est toi la vidéaste et la propriétaire du Creator Studio. Aujourd'hui, petit format spécial, c'est un peu la battle. Vidéaste à ma gauche et photographe à ma droite. Les filles, vous allez un petit peu vous présenter. On va parler essentiellement de vos métiers aujourd'hui. Comment, déjà, chacune, vous avez commencé dans votre domaine? On va commencer par toi, Lucie. Okay. Moi, je suis Lucie, photographe depuis maintenant 12 ans. Je me suis lancée à Nice. Et alors, le début du début, c'est que je suis photographe autodidacte, c'est-à-dire j'ai jamais fait d'études de photo. Et en fait, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'adorais sortir en boîte de nuit, j'adorais faire des photos et j'ai intégré un site de photoclubbing. Donc en fait, tous les week-ends, j'allais faire des reportages dans les boîtes de nuit un peu partout dans la région. Et c'est comme ça que j'ai appris la photo et du coup, j'ai développé un petit réseau comme ça. Les gens me connaissaient parce qu'ils me voyaient tous les week-ends. Et quand je me suis lancée plus tard, quand j'ai eu 25 ans, il y a beaucoup de gens qui m'avaient connue avant ou même au lycée qui m'appelaient « Ah Lucie, je suis enceinte » ou « Ah Lucie, je t'avais vue dans telle boîte, là je me marie, est-ce que tu peux faire mon mariage ?» Et c'est comme ça que ça a démarré. Ok, donc du coup, tu as continué dans cette voie-là et tu as toujours été photographe. Alors non, en fait, quand je faisais ça, c'était donc en parallèle de mes études. Après, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai fait plusieurs jobs. Et à un moment donné, je savais plus ce que je voulais faire. Et il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que je me suis remise en question. Et à un moment donné, je me suis dit, bon là, Lucie, faut que tu te lances, quoi. Voilà. Et du coup, tu es restée dedans et aujourd'hui, c'est un métier passion, on peut dire? Exactement. Ouais, j'ai la chance d'avoir un métier passion et c'est trop cool parce que tu bosses, mais tu le fais vraiment avec plaisir et je trouve que c'est une chance. Ouais, c'est important d'aimer son job, en fait. Ah ben, carrément, hein, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Non, c'est vrai. Et toi, Alex, du coup? Alors, c'était sur YouTube à l'époque, j'avais 21 ans, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années. En pleine étude de communication et il y avait la vidéo qui commençait à émerger un petit peu déjà sur les téléphones, etc. Et ma sœur faisait déjà de la vidéo sur YouTube et du coup ça m'a donné envie et j'ai commencé à apprendre parole face caméra, beaucoup plus simple à l'époque que maintenant aujourd'hui où là je suis pas très bien, voilà. Mais du coup j'ai appris à me filmer, à me cadrer et à faire mes propres montages sur un logiciel. Et puis de fil en aiguille, je trouve un boulot dans la communication et c'est quelques années plus tard que je décide avec Carla, ma sœur, de lancer Landy Productions. Donc ça fait 6 ans maintenant que je suis dans la réalisation de vidéos. Que tu t'es lancée finalement dans la vidéo. Donc finalement, c'est parti d'une passion en commun avec ta sœur et vous avez réalisé en mettant en action le démarrage d'une entreprise dans ce domaine. Exactement, c'est ça. Le duo s'est formé et après, vu qu'on était déjà formés nous-mêmes en autodidacte. Oui, donc comme Lucie, en fait, vous avez appris toute seule votre métier. C'est ça. Exactement. Alors, je sais que très souvent, sur des tournages ou shootings, on peut voir vidéastes, photographes travailler ensemble. Est-ce que vous travaillez souvent en collaboration? Oui. Ça nous arrive beaucoup. Ouais. On a fait pas mal de shootings, tournages ensemble, carrément. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien? Parce que, on a une alchimie, on arrive à bien communiquer. Je pense qu'on a la même façon de travailler. On travaille en ping-pong, on laisse la place à l'autre, etc. On communique et du coup, ça match, quoi. Parce que généralement, c'est un peu compliqué, du coup, d'avoir les deux métiers dans le même lieu. Est-ce qu'il y a des problèmes de communication? Parce que c'est pas évident, il faut pas empiéter l'un sur l'autre. Comment ça se passe en général, déjà avec toutes les deux? Vous l'avez un petit peu dit, mais peut-être avec d'autres prestataires? Ça dépend avec qui tu bosses, ça dépend avec la personne, comment elle travaille, sa personnalité, etc. Il y en a des fois qui vont prendre trop de place et qui vont t'écraser, entre guillemets.
Et c'est vrai que il faut savoir travailler en équipe. Et je pense que nous, c'est le cas. Et enfin, on aime beaucoup travailler ensemble parce que tout roule, quoi, tu vois. Mais je pense que ça dépend. Il y a peut-être des personnalités ou des façons de travailler qui matchent ou pas. Ouais. C'est vrai que si c'est pas la même façon de travailler, la même organisation, ça devient vite compliqué. Et quel type de projet vous avez déjà réalisé ensemble? Alors écoute, on a fait pas mal de choses, hein. Des publicités, photos packshot, mannequins. Exactement, un mariage aussi. Mariage, sport, plein de trucs. Et c'est lequel de projet qui est le plus difficile justement à bosser ensemble? Est-ce que c'est plus un mariage par exemple ou la réalisation d'un spot publicitaire En vrai, moi j'ai jamais senti de difficulté avec Alex. C'est beau. Moi non plus, mais j'ai plus de stress personnellement sur une pub qu'un mariage. Parce que le mariage, ça roule, quoi. Parce que, en fait, Lucie, elle est excellente dans le mariage, elle drive tout, elle va dire on fait ça, et moi, du coup, je me calque sur Lucie. Quand on est en pub ou en promotion, c'est différent parce que t'as vraiment le client derrière. C'est juste ça. C'est pas le même stress, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Sur un mariage, t'as le stress de faut pas que tu loupes un moment, mais c'est vrai que moi, j'en fais tellement que... Alors, je te dis pas que j'ai zéro stress, tu vois, parce que je veux toujours être au top, mais tu connais après un petit peu l'organisation, comment se déroule une journée. Ouais, après, sur les pubs, c'est vrai que selon le client avec qui tu bosses... T'as un chouïa plus de stress. Ouais, je suis d'accord. Et alors, faites-moi une petite description rapide de votre métier pour que vraiment on puisse bien comprendre, en fait, c'est quoi être vidéaste, c'est quoi être photographe, et comment vous vous organisez dans votre travail. On va toujours commencer par toi, Lucie, à chaque fois. Ok. Parce que tu es notre invitée. Du coup, photographe, moi, mon job, c'est Alors, ça dépend avec qui je travaille, si je travaille avec des particuliers ou avec des professionnels. Si je travaille avec des particuliers, mon but, ça va être de créer des souvenirs, d'immortaliser des moments importants. Voilà, leur laisser des beaux souvenirs. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est de leur faire passer un bon moment, qu'ils vivent vraiment une expérience où ils se rappellent de leur shooting, ils sont contents, ils ont passé un bon moment, ils n'ont pas que des belles photos. Quand c'est pour des pros, ça va être de leur créer des belles images qui vont permettre de les faire rayonner sur les réseaux, sur leur site internet pour donner envie de venir chez eux ou d'acheter leurs produits en fait. Voilà, donc mon job, ça va être de préparer le shooting, de faire les photos et après, il y a tout ce qu'il y a derrière, donc c'est-à-dire trier les photos, les retoucher et livrer vraiment un produit fini. Ok, très bien. Voilà. Et en vidéo, c'est exactement la même chose. Tu as la pré-production, la production et la post-production. La petite différence, je pense, notable, c'est que nous, on va avoir toute la gestion du son et des personnes en mouvement à filmer, des mouvements de caméra intégrés et une grosse partie technique quand même qui est liée à tout ça, quoi, du coup. Donc en fait, toi, quand un client t'appelle, par exemple, pour vraiment faire la différence, on va dire que toi, ce sont des images fixes et toi, ce sont des images en mouvement. Donc forcément, tu vas filmer plutôt que photographier. C'est ça. Et donc, tu as la partie pré-production. Toi, qu'est-ce qui se passe en fait dans la pré-production? La pré-production, c'est long. C'est beaucoup d'étapes, beaucoup d'échanges avec le client. Et on va vraiment planifier tout le tournage et le rendu final de la vidéo. Et un peu le scénariser? On scénarise, on fait un mood board, on fait un storyboard. C'est assez long, mais au moins on plan shot tous les plans qu'on va faire. Donc on se dit plan A, plan B, plan C, etc. Dans tel lieu, à tel moment, pour telle lumière. Et ça, c'est la pré-production. Ensuite, la production, c'est le moment du tournage. Donc, pareil, si on a besoin de mannequins sur le tournage, on a la coordination des mannequins, placer les caméras, maîtriser la lumière et gérer le son, s'il y a de la captation sonore. Et après, c'est la partie montage. Et ça, qui est la plus longue. Je pense qu'elle a plus de taf que moi en post-prod. C'est quoi pour toi la post-production? La post-production, c'est la partie montage. Donc, on va traiter tous les rushs qu'on a. Donc, les rushs, c'est des plans vidéo qu'on a filmés. Et on va étalonner, on va faire la colorimétrie, on va faire le dérushage. Là, j'ai pas dit dans l'ordre, mais voilà, c'est toutes ces étapes. Il y a la recherche des musiques, des effets sonores. Il y a tous les effets qu'on peut mettre, les zooms. Et puis, si après on est dans la 3D ou dans les effets spéciaux, il y a tout ça. Et à la fin, on exporte la vidéo qu'on rend en version numéro 1 au client. Et là, après, là, il y a les allers-retours. Ou pas, si on fait une bonne V1. Mais généralement, il y a toujours des petites choses à modifier parce que, voilà, on peut changer aussi d'avis, c'est normal. Au début, on peut partir sur un montage très dynamique et puis finalement, le client va revoir a une autre vision de la chose, revendre un produit différemment, par exemple, ou un service. Et on s'adapte et on peut changer la musique, on peut changer beaucoup de choses. Et c'est là où il faut être bon dans son emploi du temps parce que ça peut très très vite déborder. Et aussi mettre un peu le stop et le holà
et surtout limiter son nombre de versions. Ne pas dire version illimitée parce que sinon le projet il va jamais se terminer. Et oui, c'est ça. Mais je pense que dans vos deux métiers, cette partie post-production, donc c'est après le tournage shooting, où vous devez travailler sur vos images, qu'elles soient fixes ou en mouvement. Donc il y a une grosse partie vraiment déjà stockage, on trie, et puis ensuite, donc toi c'est de la retouche, par exemple. Photo. Dans tes retouches, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Parce que quand on parle retouche, très généralement, on se dit on va m'enlever tous les boutons et puis en fait, mais c'est pas seulement ça. Me mincir. C'est marrant que tu me parles de ça, mais qu'est-ce que la retouche? Alors, en fait, moi, j'ai une retouche naturelle. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je vais déjà recadrer ma photo. Je vais travailler la colorimétrie. Donc, la colorimétrie, c'est le rendu couleur de mon image. Je vais travailler les contrastes, etc., machin. Après, moi, j'ai une retouche naturelle. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai envie quand tu vois mes photos, j'ai envie que tu dises ah ouais, c'est joli, mais ça fait pas fake, tu vois. Faut que ça reste quand même authentique. Donc, à part si je fais de la mode où là, en effet, je peux vraiment te lisser la peau. Après, bien évidemment, tu as un bouton au milieu du nez, je vais te l'enlever, tu vois. Mais il faut pas. Tu restes sympa. Voilà, mais il faut pas abuser. Et c'est vrai, des fois, il y a des gens, je pense, qui comprennent pas, mais ils pensent que tiens, là, il y a du monde derrière. Ça, c'est bon. Avec Photoshop, maintenant, tu me l'enlèves. Tu peux me blanchir les dents et tu peux me faire ci et tu peux me maigrir. Enfin, des fois, c'est un peu dans l'abus, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est pour ça que je pose la question. Pour bien préciser, puisque retouche automatiquement, c'est tu vas me retoucher le corps ou le visage. Alors qu'en fait, c'est pas seulement ça va être le contraste de ton image, lui donner un peu plus de peps. Par exemple. Parfois, c'est pas seulement que sur le côté humain, la retouche. C'est dans la globalité, le recadrage, tout ça. C'est finaliser finalement finaliser ton image, quoi. Même si je pense que, moi, je suis partisane de ça. Quand moi, je fais ma photo, en fait, j'essaye de la faire de manière à ce que j'ai le moins de retouches possible. Donc, je vais bien travailler mon cadrage, déjà la prise de vue, ma lumière. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas des éléments derrière qui m'embêtent pour que j'ai le moins de post-prod après, tu vois. C'est un gain de temps pour moi. Et des fois, tu n'as pas énormément de différence, en fait, entre ma photo brute et ma photo finale. C'est léger. Et moi, c'est ce que j'aime. Oui, bien sûr. Mais il y a un travail quand même qui est fait derrière. C'est ça le talent et c'est ça l'expertise. C'est de tout de suite arriver sur les lieux et t'alléger la post-prod. Même si tu pourrais faire un million de retouches, etc. Mais quand tu veux un rendu naturel, tu es obligé de te dire en amont, sur le lieu du shoot, je vais tout faire pour que ma photo soit limite en rendu final et que le client, en plus, s'il est là, derrière toi, tu vois, quand tu montres une photo, t'es contente de montrer un truc beau, alors que si tu prends, il y a une bouteille d'eau là, un machin, un truc, c'est pas pro, tu vois. Mais c'est là où le travail de la préparation est hyper important dans nos deux jobs. Moi, j'envoie tout le temps un guide à mes clients en leur disant comment s'habiller, tu vois, je leur explique aussi que le maquillage, par exemple, c'est important, qu'il faut avoir des fringues repassées, pas avoir un gros logo sur ton t-shirt. Ça paraît bête parce que pour nous, ça paraît logique, mais c'est pas logique pour tout le monde, tu vois. Et mieux tu prépares ton shooting ou ton tournage, et mieux ça roule. Et toi, tu peux travailler dans de meilleures conditions Exactement. également. Et ça, c'est hyper important au niveau de la vidéo, du coup. Parce que autant Lucie peut enlever des choses. Ah oui. J'allais poser la question. Parce qu'on est sur une image fixe, autant sur la vidéo. C'est possible, bien évidemment, mais ça demande énormément de compétences et d'autres logiciels. Là, si je me loupe le jour du tournage, ça peut très vite devenir compliqué. Je peux zoomer un peu dans l'image, recadrer un petit peu, mais je peux rien enlever. Oui. Et là, il faut... t'as pas droit à l'erreur, en fait. Toi, dans ta partie post-production, c'est pas de la retouche. Déjà, c'est le montage d'une vidéo. Parce que parfois, on se rend peut-être pas compte, on se dit juste, je prends des plans, je les assemble et puis voilà quoi. C'est un peu comme ça. Que ce soit ça. 5 minutes. Est-ce que je peux avoir la vidéo demain? Oui. Alors, effectivement, donc la grande partie, déjà la partie la primordiale, c'est le stockage. Parce que si tu ne stockes pas tes plans, que tu les renommes pas correctement, que c'est le why dans tes fichiers, déjà tu vas perdre énormément de temps et tu risques de perdre des fichiers, ce qui n'est pas professionnel du tout et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ensuite, tu as donc cette partie où tu vas tout mettre dans ta timeline, donc tu vas préparer ton projet. Donc une timeline, c'est l'espace de montage dans ton logiciel de montage. Et ensuite, il y a différentes manières de travailler. Soit tu fais une présélection avant
et après tu incorpores dans la timeline, soit tu mets tout dans ta timeline et là tu vas dérusher chaque plan, etc. L'avantage quand tu es sur le tournage, c'est que tu sais ce que tu as filmé, donc tu te rappelles de moments clés et c'est toi qui as cadré. Donc tu vas te rappeler un minimum de ce que tu as pu tourner et de comment tu avais déjà pensé le montage. C'est pour ça que c'est plus dur de récupérer des rushs d'un autre vidéaste, de se mettre en condition où tu n'as peut-être pas préparé le projet en amont et d'imaginer quelque chose. Donc quand tu maîtrises tous les éléments de A à Z, c'est beaucoup plus fluide. Une fois que tu as donc mis tous ces petits plans dans la timeline, que tu as fait ton tri, qui peut prendre beaucoup de temps, ensuite tu vas soit sélectionner un morceau de musique, soit te dire je fais un montage et après je mettrai un morceau. Donc moi personnellement je sélectionne en premier la musique puisque c'est ce qui va donner la dynamique au montage et c'est ce qui va me projeter. Ensuite je fais toutes les étapes je fais un pré-étalonnage très rapide. Donc en fait quand on filme... C'est quoi l'étalonnage? Alors l'étalonnage c'est d'uniformiser un petit peu les prises de vue. Donc on va régler les hautes lumières, on va régler les ombres, on va régler les intermédiaires et ensuite il y aura la partie colo. Donc la partie colo c'est quel look je donne à mon... L'ambiance, en fait, si c'est un peu plus foncé, un petit peu comme toi en photo qu'on disait. La colo, c'est vraiment les couleurs que tu vas mettre. Est-ce que je veux une ambiance plutôt chaude? Donc, je vais aller sur des teintes jaune, orange, verte, ou est-ce que je vais dans une ambiance très froide, bleu, violet, etc. Donc ça vient après. Toutes ces étapes-là, de base, c'est un métier différent. Ok. Parce que, oui, un étalonneur, ça existe, oui, un coloriste, ça existe, un dérusher, ça existe. Et nous, en tant que vidéaste freelance ou vidéaste tout court, filmmaker, tu fais tout toi-même en fait. Donc t'as pas quelqu'un, enfin tu peux avoir quelqu'un si après tu as des gros projets avec beaucoup de budget, tu envoies juste le montage fait et lui il va amener la colo, il va amener les effets, etc. Moi, je sais que c'est moi qui me débrouille un peu toute seule comme je peux quoi. Et pareil, toutes ces parties-là, vous les avez appris toute seule. Autodidacte. Finalement, c'est pas seulement une prise de vue, vous avez également appris tout ce qui est de la partie post-production. Ouais. Après, moi, quand j'ai débuté, j'ai fait plusieurs workshops. Donc, c'est des journées avec un photographe dans une certaine thématique, on va dire. Et t'apprends beaucoup. Et puis après, t'apprends toi-même en cherchant. Maintenant, t'as YouTube, t'as des sites de formation en ligne, t'as quand même accès à pas mal d'infos, quoi. Et avec l'expérience aussi. Et oui, puis après, t'affines. Oui. T'affines toi-même, tu trouves tes petits réglages, t'as tes petits tips. Et puis, si tu regardes moi, quand j'ai commencé et maintenant, je prends 2 fois moins de temps, voire peut-être encore moins de temps que ça pour retoucher. Hein. Au début, quand j'ai commencé, des fois, je tapais des nuits blanches. Hein. Oui. Sur certains projets, surtout les trucs très spécifiques, mode beauté, je me rappelle, quand j'avais bossé pour Make Up Forever, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et tout ça. Je me rappelle avoir passé des sacrées journées et des sacrées nuits là-dessus, quoi. Et oui, c'est vrai qu'en plus, au début, on met toujours plus de temps, on est un peu plus lent. Ouais. Et puis, à force de connaître bien son métier, voilà. Après, ça roule. Hein. Quand tu maîtrises pas et que tu connais pas le logiciel par cœur, que t'as pas tes raccourcis clavier, que... Puis les logiciels ont évolué, t'as plus de... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Vous parlez d'évolution, du coup, de logiciels. Et aujourd'hui, on parle de l'IA. Qu'est-ce que ça a changé dans vos métiers? Est-ce que vous voyez ça comme une menace ou plutôt... vous le voyez comme une évolution technologique qui va vous permettre d'être plus performante dans vos métiers? Moi, je pense que ça m'aide. Je m'en sers pas tout le temps, mais je peux m'en servir. Par exemple, ce qui est top maintenant avec l'IA, c'est tu veux enlever un truc derrière. Avant, ça te prenait un peu de temps. Oui. Suivant l'objet qui était derrière toi. Maintenant, avec l'IA, c'est vrai qu'en 30 secondes, tu peux enlever des éléments derrière. Et ça, j'avoue que c'est un gain de temps. Tu as aussi de l'IA qui peut retoucher tes photos. Moi, j'ai testé. En fait, tu mets tes presets, tu expliques, tu montres à l'IA comment tu travailles, quelle couleur tu utilises. Et en effet, ça peut te dégrossir le travail. Par contre, moi, je l'ai testé et je passe quand même derrière. Ça m'a fait gagner du temps. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais je pense que ça peut être une aide précieuse. Mais voilà, je confierai pas tout à l'IA, je passerai quand même derrière. Je suis d'accord avec ce que dit Lucie, et je pense qu'il faut quand même maîtriser manuellement, déjà de base, maîtriser manuellement tout. Enfin, tout, c'est un peu délicat, mais savoir le faire manuellement. Parce que là, c'est très bien, il y a l'IA, etc. Moi, je suis pour, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça aide, ça fait gagner du temps, etc.
Mais si le jour où il n'y a plus l'IA, bon, même si ça va pas arriver, mais au moins tu sais le faire manuellement. Ou s'il y a un bug, un de ces quatre, sur un truc que tu avais, un abonnement, un truc, parce que tout, enfin, voilà, l'IA c'est bien beau, mais c'est quand même des choses qui s'ajoutent et qui se payent. Si tu sais pas le faire manuellement, c'est un peu dommage. Moi, je sais que je suis d'accord. Voilà. En fait, la base, je pense même dans tout métier, déjà, premièrement, c'est de connaître toutes les étapes d'une mission ou vous de votre travail pour comprendre, parce que c'est bien beau, l'IA le fait, mais comme tu dis, si un jour il se passe quoi que ce soit, est-ce que je sais le faire Ouais. Non. Et là, c'est compliqué. Et peut-être, comme tu dis, revenir un petit peu derrière, parce que c'est pas encore... C'est jamais parfait comme toi tu veux. Après, ça dépend de ton exigence. Bien Si sûr. tu as envie de balancer, et voilà. Après, si Mais bon, nous, on t'es n'est dans pas le comme détail ça, comme donc nous, t'es en galère avec l'IA. T'es en galère avec l'IA. Nous, il nous fait galérer. Donc, c'est pas votre ennemi, Non. mais c'est pas votre meilleur ami non plus. non. Voilà. C'est un copain, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est cool. un pote. Franchement, c'est cool. Ça fait gagner du temps. C'est quoi les défis spécifiques à votre métier, selon toi, Lucie? Du coup, c'est quoi dans la photo le défi vraiment spécifique à ton métier? Je pense qu'il faut être, dans nos deux métiers, polyvalents. Ouais. Je pense qu'il faut savoir s'adapter aussi, parce que toi comme moi, on fait pas toujours la même chose. Moi, j'ai pas une spécialité en photo. Je fais beaucoup de choses. Et du coup, à chaque fois, je m'adapte à mes clients, à ce qu'ils veulent. J'ai pas les mêmes personnalités en face de moi, les mêmes envies. Et je pense que c'est vachement important. Après, on doit s'adapter aussi à la météo. Quand on bosse en extérieur, et Dieu sait que c'est pas toujours facile. Oui. Là encore, pas plus tard que hier, j'ai eu un shooting en extérieur que j'ai dû décaler pendant 2 semaines. Tous les jours à checker la météo marine pour savoir comment ça allait être. Voilà, c'est des petites contraintes qu'on peut avoir, mais je pense que la base dans nos métiers, on doit s'adapter. Oui, tout le ça temps. c'est vrai, l'adaptabilité, elle est essentielle. Ouais. Que ce soit par la demande du client, par des contraintes météo. Et aussi, il y a un truc super important, c'est que toi comme moi, il faut que nos clients soient à l'aise devant la caméra. Et c'est une grosse part du C'est pas boulot. facile, ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'un de mes points forts, par exemple. On me le dit souvent, que je mets vite à l'aise, mais c'est par rapport à mes expériences où des fois, j'ai fait des mini-shootings de 10-15 minutes. Et en fait, il faut que tu mettes tout de suite à l'aise les gens pour pouvoir capter des émotions, quelque chose d'authentique. Et 10-15 minutes, c'est chaud quand même. Ouais, mais ça se fait. Non, mais pour la personne, moi là, tu me dis 10-15 minutes, ça dure 2 heures. Mais non. Après, je sais que t'es douée, allez, ça dure peut-être une demi-heure. Mais non, en un quart d'heure, tu verras. Je ferai un petit shooting. Vous mettre à l'aise un petit peu comme là maintenant, quoi. Hein, Ouais. Vous êtes très à l'aise, les filles. Je suis comme ça, moi, sur la chaise. C'est marrant, hein, comme quand on Ouais, inverse les rôles d'un coup, c'est pas la même. Ah, on est plus à l'aise derrière la caméra. Ah ouais, hein. c'est clair. Et toi, alors, dans la vidéo? Ouais, c'est ça, la polyvalence, s'adapter tout le temps, sur chaque tournage avec des clients différents, des projets différents, parce que comme toi, je fais pas du tout qu'une seule chose. Et ouais. Donc, tu peux filmer du sport, tu peux filmer un tournage très corpo, des interviews, ensuite tu passes en mariage, ensuite tu passes en événementiel, ensuite. Donc, voilà, si t'es pas un minimum réactif et que tu sais pas t'adapter à chaque situation, clairement, ça sera pas fait pour toi, je pense. Et ensuite, il y a une grosse partie technique sur le matériel, vidéo, audio, lumière. Donc tout ça, ça met beaucoup de contraintes le jour J sur le tournage et aussi en amont, parce que moi, je sais que quand je prépare mon matos la veille, ça peut me prendre jusqu'à 2 à 3 heures. La gestion du stockage avec soit des serveurs, soit des disques SSD, il y a plein de choses. Donc tout ça mis bout à bout, si tu arrives le jour J et que tu n'as pas les bonnes cartes SD, que tu as oublié des batteries, et je l'ai vu, pas moi, mais je l'ai vu avec d'autres vidéastes, parce que parfois tu tournes avec d'autres personnes. Et c'est pas possible, il faut être ultra organisé. Le défi principal, en tout cas dans la vidéo, c'est l'organisation et la technique. Oui, la technique, parce que finalement, il faut que tu maîtrises plusieurs corps de métier. C'est ça, tous les aspects. En même temps, quand tu es sur un tournage, c'est pas seulement contrôler ce que tu es en train de filmer. Par exemple, très souvent, tu as tes écouteurs parce que tu dois capter le son en même temps. T'es un ingé lumière, t'es réalisateur parfois, sans aucune prétention, mais c'est vrai, c'est toi qui vas écrire tes scènes, qui va dire alors là on va faire tel plan, là je vais faire tel cadrage, est-ce que je suis en plongée, en contre-plongée, est-ce que je vais faire un zoom, est-ce que je fais un travelling, donc il y a beaucoup de choses, et tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure, et c'est pas juste arriver, mettre sa caméra sur trépied, appuyer sur le bouton. C'est clair. Comme beaucoup le pensent, tu cliques sur un petit bouton et puis ça se fait facilement. Souvent, moi, on me dit, il fait des belles photos, ton appareil. Ah, sympa.
Mais les gens se rendent pas compte. Mais Non. bon, je le prends avec C'est pour le ça que c'est sourire. intéressant d'en parler aujourd'hui et vous dévoiler un petit peu les coulisses et clairement c'est quoi votre métier, en quoi ça consiste, parce que je pense que personne n'imagine tout le travail qu'il y a en amont et après une prestation. Ouais. On va parler un peu d'anecdotes maintenant. C'est quoi votre plus grande fierté dans votre métier? Moi, c'est tout simplement je suis très fière et très heureuse et très reconnaissante d'avoir la chance de faire ce métier passion. Comme je disais tout à l'heure, c'est un plaisir. Je me lève le matin, je suis contente. Je vais shooter des clients, je suis contente. Des fois, ça m'arrive, je pars en shooting, j'ai la flemme, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Mais en fait, une fois que je suis dedans, je suis trop contente, je reviens, je suis ressourcée, quoi. Et je me dis, mais c'est vraiment mon truc. Et encore une fois, je pense à tous ces gens qui, des fois, ont des boulots dans lesquels ils ne s'épanouissent pas. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier que j'aime, de pouvoir en vivre. Et c'est ça, je pense, ma plus grande fierté. C'est beau. Ouais, j'allais le dire. C'est beau. C'est beau et c'est vrai que c'est important. Donc, je peux comprendre que ce soit ta plus grande fierté. Comme on disait au début, en fait, c'est pas évident de travailler avec passion. Et quand on l'a, effectivement, c'est important de le maintenir au maximum, en tout cas. Pour moi, je pense que c'est l'évolution d'être partie de pas grand-chose, tu m'as acheté un ordinateur pour pouvoir faire mes premiers montages. Faut le savoir, c'est vrai. Ouais. J'avais rien du tout, et je lui ai dit, écoute, il me faut 1 700 € pour acheter mon ordi pour que je puisse faire des montages. Ouais. C'était même plus l'ordi. Ouais, c'était un peu plus, je crois, 2005, un truc comme ça. Et parce que j'ai cru en votre projet. Elle a cru directement au projet. Je savais que tu avais ce talent et que tu étais très créative et que je me suis dit, c'est dommage, en fait, de passer à côté. Parce que, financièrement, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, la grande fierté, c'est ça, c'est que... vraiment, là, le discours de l'entrepreneur qui part de rien, qui a même pas un ordi, et qui finalement, aujourd'hui, 6 ans après, est encore là, avec plein de difficultés et d'aléas, ça on connaît. Ça, c'est la vie de l'entrepreneuriat. Voilà. Et qui aujourd'hui, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être dans Forbes. Aujourd'hui, on a le studio. C'est la fierté d'évolution et de ne pas avoir lâché. C'est vrai. Purée. C'est vrai que ça, il faut être courageux quand on se lance à son compte, parce que c'est pas évident, c'est des montagnes russes. Hein. Ça change sans arrêt. Hein. C'est clair. Ouais, il faut s'accrocher. Et c'est vrai que si tu t'accroches et que tu crois en toi aussi, parce que ça c'est très important, ça paye au bout d'un moment. Donc, Ouais, et puis de toute façon, comme tu disais Lucie, si tu as la passion et si tu as un peu de niaque pour réussir et te débrouiller par toi-même, quoi, parce que on est seul, normalement tu y arrives, quoi. Alors moi je veux savoir, quelle est la pire situation que vous avez vécue, que ce soit en shooting ou en tournage? Peut-être que c'était en commun, je ne sais pas. Mais ça a été quoi la pire situation que vous avez vécue dans votre métier, en fait? Moi, je sais que la pire situation, c'est clairement quand il pleut, quand il fait du vent, quand... la météo, moi, c'est la météo. La météo. C'est le pire truc, c'est ça. T'as la flemme, il fait froid, que ce soit trop chaud. Ouais, c'est ça. Que t'es en intérieur, t'es dans un hangar en plein mois d'août, il fait 55 degrés, mais t'as pas envie de travailler. Enfin, t'es là, t'as chaud, tu suffoques. C'est atroce. Et à contrario, l'hiver, tu fais des tournages dehors. T'as la doudoune, t'as le bonnet, t'as l'écharpe, tu peux pas cadrer, t'es comme ça. T'es en PLS, quoi. Il y a eu des tournages très compliqués au niveau climat. Franchement, ou quand il fait, t'es dans un hangar, il fait 50 degrés, t'arrives pas à te concentrer, tu sens les gouttes. Moi j'étais en brassière, un scandale. Ouais, moi j'ai pas de mauvais souvenirs de shooting à proprement parler, parce que je pense que quand on est, toi comme moi, dans notre shooting ou notre tournage, on est à fond, mais c'est plus des conditions que je me rappelle qui m'ont pas mis dans un bon mood, en fait, tu vois. Ça peut être la météo, ça peut être des fois quand tu pars en shooting ou en tournage dans une autre ville, tu peux être logé, ça dépend comment c'est fait, etc. Tous ces petits trucs font que ça peut te mettre dans un mood qui est moins cool, quoi. Des fois en mariage, moi j'ai déjà mangé dehors des plateaux froids dans l'humidité. C'est con, hein, mais c'est des petites choses comme ça qui... Voilà. Mais il y avait un mariage auquel on a participé, en tournage, où on ne nous avait pas forcément prévu
Non, on nous avait pas prévu de repas, Le il nous repas. avait zappé. Et le traiteur nous a gentiment donné un plateau repas d'il y a 5 jours, tu vois. Parce que tu sais, les trucs qu'ils distribuaient dans les entreprises ou quoi. Mais moi, le lendemain, j'étais malade, tu vois, j'ai mangé ça. Cool. La salade, elle était marron, elle était comme ça. Ah ouais. Le quignon de pain, bon, ça va, il y avait que ça. Donc, du coup, tu manges du pain et ouais. Je le prends des fois à cœur parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'on te considère pas, tu vois. Et Ouais, je suis d'accord. toi, tu donnes beaucoup d'énergie dans ton projet et c'est vrai que, bah, tu vois, te donner un petit repas chaud ou te loger dans de bonnes conditions, etc. Je trouve que c'est, enfin, voilà. C'est la base, hein. Ouais. Ça devrait être la base. Et C'est une forme de respect, en fait. Hein, Oui, tout à fait. On ne demande pas le luxe, Non, mais un minimum. exactement. Puis quand tu restes 15 heures sur un tournage, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, 15 heures Ah oui. d'affilée, enfin, à un moment donné... C'est quoi la chose la plus bizarre que vous ayez soit photographiée ou filmée ou quelque chose qu'on vous a proposé? Attends, Si vous Moi, j'ai un rigolez, truc, c'est mais... que... Mais je l'ai pas fait, mais... moi non plus, j'ai pas fait. Moi, des fois, alors, je fais pas de photos de nu. C'est pas un Ok. truc qui m'allège. Je suis pas à l'aise avec la nudité, tu vois. bon Non. Les trucs un peu dénudés qui restent Soft. soft, voilà, j'aime Oui. bien. Le nu, c'est pas mon truc. Et des fois, Attends, j'ai mais eu... nu. Ah, nu, oui. Je parle nu. Ah, j'ai C'est eu pas des genre boudoir Non, j'ai déjà eu Ah des ouais. demandes. Alors après, moi, je comprends qu'il y ait des couples qui veulent faire du nu, Du tu vois, nu. il n'y a pas de problème. Mais des fois, en général, c'est les mecs qui t'appellent et, tu sais, ils te le Ouais. tournent un peu bizarre. Ouais, j'ai une demande un peu bizarre. particulière. Ouais, j'aimerais bien avec ma copine faire des photos de nu. Et puis, il dit, on veut vraiment que ce soit une photographe femme. Et puis, tu sens que ça peut déraper le truc, tu vois, Ah que oui. c'est pas clair. Et ça me met pas du tout à l'aise et je coupe court, tu vois. Je peux comprendre. Et là, tu dis quoi? Je Non, fais je dis je fais pas de nu. Ouais, voilà. Ouais, je fais pas de nu. Et des fois, je renvoie vers d'autres personnes. Et en fait, ces personnes-là, finalement, qui faisaient du nu, ne le font pas forcément parce qu'elles ont eu le même ressenti que moi, tu Ah vois. ouais. Oui, on sentait que derrière, il y avait une autre demande un peu plus poussée, On peut-être. sait pas. Et on ne veut pas préfère savoir. Et toi, alors, en vidéo, est-ce qu'on t'a déjà demandé quelque chose de particulier? Alors, pas du nu. Peut-être que ça va arriver un jour, donc wouh, donc pas de nu non plus. Voilà. En revanche, ouais, on m'a demandé de filmer quelque chose de particulier. C'était des obsèques, donc au crématorium. Ah oui. Et je suis pas à l'aise. Enfin, je comprends la démarche, parce qu'une personne ne pouvait pas se déplacer, donc elle voulait avoir un Mais attends, souvenir. filmer des obsèques, Ouais. c'est-à-dire, parce que c'est quand même très particulier. Ben, la la cérémonie avec le corps après qui va... voilà. Ah, pour un... Oui. Ouais, c'est particulier. Voilà, ouais. voilà. Et en fait, de prendre de l'argent là-dessus, je peux pas. C'est tendu. je Et comprends. puis, Je peux pas faire un c'est un business là-dessus. moment tu qui... vois, enfin, c'est- Non, ouais. J'y arrive pas. Je pense qu'il y en a qui peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Et la démarche est bonne parce que, voilà, c'est une personne ne pouvait pas se déplacer, ne pouvait pas avoir... bon, mais je peux pas faire ça. Donc là, c'est au-delà de ma limite. Si Instagram disparaît, vous continuez votre métier? Bah grave. On a commencé sans. Mais moi, non. Moi, je pense que j'ai plus de boulot, moi. C'est fini. Allez, ciao. Ouais, non, moi j'ai commencé. Toi, Ah bah, tu avant- peux le continuer. Avant, il y avait Facebook, mais après, je pense que il y a Instagram, ça prend beaucoup de place, etc. Mais en fait, il y Non, aura mais genre, toujours... si les réseaux sociaux disparaissent. Ouais, mais tu auras toujours ton bouche à oreille, tu vois. On Ouais. retombera en arrière, c'est pas grave. Mais je pense que le bouche à oreille marchera. Tu feras une petite newsletter, tu trouveras d'autres moyens. On est devenu très dépendant des réseaux. Hein. Complètement. Mais moi, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment il y a de la clientèle? Oui, dans le côté particulier, mais et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des professionnels qui m'appellent pour réaliser des publicités ou des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux, uniquement. Bah, en fait, je pense que les choses se transformeront. Toi, par exemple, le particulier va créer un album photo ou sur du professionnel, un magazine. Ouais. Ouais. Et toi, dans le côté particulier, ça peut être un souvenir. Et le côté professionnel sur de la publicité comme télé. interne. Ouais, ou sur ton Oui, site télé. Ce qui internet. existait avant, Ouais, en ouais, fait. c'est ça, en fait. Bon, après, tout télé, je suis simplement. pas dans la télé, donc... Oui, mais rien ne n'empêche. Mais si, tu la aurais du pression, boulot. elle met la pression. Mais Ouais, oui, j'aurais tu du peux- boulot, mais tu peux- différemment, je pense. Ouais, Ouais, je pense mais que bon, ça devrait se réinventer, quoi. Ouais, on s'adapte en fait, comme l'évolution qu'on a connue avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. On s'est adapté et nos métiers se sont adaptés. Donc finalement, Ouais, mais je pense que quand même, ça ferait bien chuter. peut-être pour toi, il y aura plus de Ouais, il y aurait moins de difficultés. vidéastes, je pense. Oui. Ouais. Tu refais du mariage à bloc? Avec toi, du coup. Le binôme de choc. Alors maintenant, j'ai une petite question qui me fait sourire. Si vous deviez échanger vos jobs pendant une semaine, qui galérerait le plus? Ah bah c'est moi.
Pourquoi? Mais la post-prod. Ah non, je pense que je pourrais réussir à faire de la prise de vue, tu vois. Pour le son, il faudrait que tu me montres. Mais alors la post-prod, le montage... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et sur Non, la partie technique et apprendre ou sur la créativité de monter une vidéo? Franchement, tout. Non, c'est un boulot de ouf. Déjà, moi, quand je fais les petits montages de mes réels, ça me prend du temps, tu vois. Ouais. Après, bon, maintenant, on a des outils aussi qui font que ça va plus vite. Ouais, ça allège un peu. Mais faut avoir de l'idée quand même. C'est un autre mood, hein, la vidéo. En fait, il faut être grave patient. Je suis patiente dans patient. mon boulot, mais pas autant pour faire ça, je pense. Okay. Peut-être qu'à l'inverse, toi, tu aurais peut-être moins de patience pour une retouche. Ah ouais Ah ouais, non, c'est bon. C'est vrai? Ah ouais, non. Tu vois, c'est dingue. La photo, enfin, pour moi, je m'ennuie, quoi. Ok. Je m'ennuie de ouf. Parce qu'il faut qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait Et une ouais, tu vois, c'est pour ça c'est complémentaire, photo et vidéo, mais c'est complètement différent. Ouais. Et pourtant, on pense souvent que c'est à peu près la même chose, alors qu'en fait, ça se travaille pas du tout pareil. Pareil. Non, du tout. Qu'est-ce qui est le plus frustrant? Une photo ratée ou un plan foireux? Moi, je pense que c'est la photo. Je pense que c'est la photo parce que tu fais comment? Alors, si tu fais une photo floue, depuis l'année dernière, c'est la mode des photos floues sur Instagram. Donc, bah, ça peut sur un malentendu, ça passe. Bon, c'est bon. Non, si tu foires vraiment... Alors, faut vraiment y aller pour foirer ta photo maintenant, surtout quand t'as du matos comme moi maintenant, enfin, comme nous, t'as quand même... Oui, moins de chances de louper ta photo, mais imaginons que ça arrive. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Une photo foirée ou un plan... une photo ratée, pardon, ou un plan foireux? Parce que tu vois, moi, par exemple, si je rate un plan, je peux toujours me débrouiller, je peux ajouter un effet sonore, je peux faire un effet visuel, je peux même décider de muter l'image du plan et me démerder en son, tu vois. Ouais. Donc, il y a moyen de rattraper un petit peu en vidéo, alors qu'une photo ratée... Ça dépend de comment elle est ratée, tu vois. Oui. Si j'ai pas fait ma mise au point sur toi, que c'est derrière, bon, ben, je peux rien faire, quoi. Après, il y a des trucs que tu peux rattraper, s'il y a des trucs derrière que tu veux enlever. En fait, tout dépend. C'est compliqué comme question. Ouais, c'est pas facile. Je pose toujours mais non, on rate rien, donc c'est bon. C'est pour ça que vous êtes ici. J'ai fait appel aux meilleurs. On va faire un petit jeu maintenant qui s'appelle Mythe ou réalité. Je vais poser des questions et vous me dites selon vous si c'est une réalité ou un mythe. Ok. C'est parti, petit jingle. Mais on pas répond du tout, en même temps Je vais pas mettre de jingle. Elle me rajoute du taf au montage. C'est parti. Un bon appareil fait tout le travail. Mythe. Vous êtes d'accord? Les clients savent toujours ce qu'ils veulent. Mythe. Mythe. On peut réussir en freelance sans être bon en marketing. Moi, je dis réalité. Mais accroche-toi. Je suis partagée quand même. Hein. Parce que si tu es très bon en marketing et que tu fais du travail bof, je pense que tu peux le vendre, tu vois. Si tu sais pas te vendre du tout, franchement, c'est dur cette question. Donc toi, c'est middle. Ouais, middle, ouais. Middle. Et moi, je dis reality. Yeah. Wow. Il faut absolument travailler avec des influenceurs pour percer. Mythe. Ah ouais, mythe. Non. La retouche prend plus de temps que la prise de vue. En réalité. Ça dépend ce que tu fais, mais je dirais pas que ça prend... Ouais, ça prend au moins le même temps, quoi. La retouche, moi je le mets en post-prod du coup. Oui. Mais moi, c'est une réalité absolue, en fait. Ouais. Moi, je suis encore devant l'ordi, là. Tu vois, voilà. Il y a plus de demandes pour la vidéo que pour la photo aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que c'est kiff-kiff. Hein. 50-50. Franchement, je sais pas. Ouais. Prouvez-nous dans les commentaires. Mettez les stats, s'il vous plaît. Mettez les stats. Si quelqu'un fait un audit. Participez au jeu. Je pense que c'est un peu kiff-kiff. Donc, on va dire middle. Travailler en famille ou avec des amis, c'est une mauvaise idée. Oh, mythe. Ouais, mythe. Ouais. Je pense que ça dépend selon les personnalités de chacun. Nous, on arrive très très bien à bosser ensemble et il y a d'autres personnes avec qui on n'y arrive pas. Je pense que ça dépend vraiment. Ça peut matcher comme ne pas matcher. Exactement. Les logiciels de montage sont plus difficiles à apprendre que les logiciels de retouche. Réalité. Et toi, tu vas dire non, je sais pas. Je pense oui, réalité parce qu'il y a quand même
même si, attention, les logiciels de retouche sont très complexes. Ouais, je pense que c'est une vu qu'il réalité quand même. y a du son en plus, il y a des choses en plus, Ouais, les effets, à mon les avis, animations. Ouais, ça réalité. rajoute forcément un peu plus de complexité. On a toujours l'inspiration avant un projet. Oh, moi, c'est un mythe. Hein. Ouais, mythe. Des fois, ça vient sur le moment. Hein. Ouais, c'est ça. Ou même après, moi, au montage, ça vient. Les photographes passent plus de temps à retoucher qu'à prendre des photos. Bah, ça dépend qui, hein. Si t'as bien pris ta photo de base, t'as un peu moins de taf derrière, hein. Ça dépend. Mais je pense que, moi, je te dis, les photographes peut-être débutants, je pense que oui, c'est une Ouais. réalité. Mais quand t'as l'expérience... Les clients acceptent toujours les devis sans discuter. Oui, bien sûr. Travailler à son compte signifie avoir plus de temps libre. Mythe. Pour moi, c'est un mythe. Pourquoi? Ah, je veux qu'on appuie là-dessus un petit peu, là. Parce que quand tu es à ton compte, tu dois mettre énormément d'énergie pour que ça fonctionne. Et en fait, surtout quand tu démarres, et puis même encore, tu as toujours des up and down. Si tu n'es pas investi, je pense pas que ça peut fonctionner. Donc non, t'as pas forcément... Non. C'est à toi de te l'imposer aussi. Parce que des fois, tu aimes tellement ce que tu fais que tu vois pas le temps passer. Et... Le bouche à oreille est plus puissant que la publicité payante. Moi, je dirais réalité quand même. Réalité, mais aujourd'hui... C'est un bonus pour moi. La publicité payante, Ouais, ça vient s'ajouter. Mais je trouve que quand même, le bouche à oreille... Après, ça dépend ce que tu vends, tu vois. Genre L'Oréal, ils font une pub télé, un spot pub, ils vont augmenter leur vente de 30% par exemple. Moi, je fais une spot télé, ça va rien me rapporter, tu vois. Ça dépend comment tu cibles le truc. Donc effectivement, là, le bouche à oreille serait plus efficace, mais t'es une grosse boîte, t'es obligé de passer par la pub après. Enfin, après, si toutes les copines en discutent entre elles... Et parce que là, tu te compares avec une marque, mais si tu compares un entrepreneur, Ouais, de manière générale, le bouche à oreille, c'est le top, c'est quoi. la meilleure pub, ouais. Encore faut-il que les bouches parlent. Et que les oreilles écoutent. Ouais, c'est vrai. Être photographe, c'est juste appuyer sur un bouton. Allez, mythe. Réaliser une vidéo, tout le monde peut le faire. Oh, c'est un mythe, hein, clairement. Je suis d'accord. Je suis d'accord puisque beaucoup de gens, un peu comme photographe, tout le monde peut le faire. Non. Non, il faut une certaine expérience et une certaine créativité aussi en soi, quelque chose qu'on a. Et la dernière, du coup, j'ai la vidéo demain, j'ai les photos demain. Réalité. Ouais, ça c'est une réalité, c'est une question réelle. Ouais. C'est une question réelle, mais c'est quand même un mythe. Ah, c'est un gros mythe, oui. Ah, c'est un mythe. Non, ah oui, tu peux pas les avoir le lendemain, Non. enfin, Ouais. sauf dans certains cas, mais... Mais tu dors pas de la nuit, quoi. Sauf il y a certains cas où tu dois, sur certains projets, tu dois livrer très très vite. Je pense à l'événementiel. Voilà. Tu filmes un événement, tu vas pas rendre la vidéo 3 mois après. Voilà. Toi, pareil, les photos, c'est le lendemain ou sous 48 heures. Mais ça, c'est à stipuler dans le contrat. Enfin, ou à la signature du devis, quoi. On va parler maintenant d'entrepreneuriat, puisque vous êtes toutes les deux à votre compte. Comment vous avez structuré votre business au départ? Vous êtes parti sur quoi? Sur de l'auto-entrepreneuriat? Comment ça s'est passé? Alors, au début, j'ai été en micro-entreprise. Donc, ça a duré quand même 5 ans, ce statut, qui était très bien parce que assez simple à mettre en place. Mais après, voilà, j'ai changé l'année dernière, en juillet 2024. Je suis passée en SARL. Et c'est une autre gestion, c'est pas du tout pareil. Donc ouais, pour commencer, ce micro-entreprise, c'était bien. Hein. C'est vrai que c'est un statut qui est très simple et adapté aux personnes qui sont déjà tout seuls et qui veulent se lancer. Il y a une administration qui est très facile. On peut s'inscrire directement sur un site internet et on n'a pas besoin de comptabilité. Si on fait 0, il n'y a pas de charges qui sont comptées. Donc je trouve ça excellent quand on débute. Et puis après, tu as évolué. Forcément, tu as eu plus de charges. Voilà, c'était plus intéressant pour toi de changer de statut pour optimiser justement ton chiffre d'affaires. Ben moi pareil, j'ai commencé en micro et c'était top aussi parce que moi à l'époque j'ai eu l'ACRE. C'était une aide pendant 3 ans qui te faisait baisser tes cotisations. Donc c'est vrai que quand tu démarres, ça te fait un petit peu souffler. Et moi je suis toujours en micro, mais du coup je suis assujettie à la TVA parce que j'ai dépassé le plafond. Je me suis posé la question à un moment donné de peut-être passer en société ou en entreprise individuelle. Mais par rapport à mes charges, en fait, c'est du cas par cas. Ça se calcule.
Et donc, moi, jusqu'à présent, c'était plus intéressant de garder ce statut. Mais je ne sais pas si à l'avenir, j'évoluerai pas vers autre chose. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de tes charges, etc. Tout à fait. Et comment vous gérez les périodes creuses? Parce que j'imagine que dans une année, il doit y en avoir. Comment vous gérez ça? Parce que c'est difficile d'être à son compte, parce qu'on n'a pas de salaire fixe. Est-ce que c'est des choses que vous anticipez quand même dans votre stratégie ou pas du tout? C'est compliqué. Hein. Alors moi, j'essaie de partir en vacances, comme cette année en janvier, au lieu de déprimer chez moi à me dire ça bosse moins. Mais tu en profites du coup pour te dire... Je me dis, tu vois, c'est le moment. Début d'année, en général, c'est plutôt calme, hein, on va pas se mentir. Donc si je peux, je pars en vacances. Mais c'est vrai que, tu vois, même 12 ans plus tard, je vais pas vous mentir... j'aime pas trop ces périodes où c'est plus cool. Et pourtant l'été, quand je suis au taquet ou même en fin d'année où je me fais éclater, je me dis vivement le début d'année, je vais pouvoir me reposer. Et une fois que j'y suis, en fait, t'es en panique. Je suis pas bien. Un petit truc, C'est trop mou pour moi. J'aime bien être dans l'action, en fait. Et là, des fois, tu te remets un peu en question. Et c'est pas évident. Hein. Après, c'est une question de mindset. Il faut réussir à te dire bon, là, c'est plus cool. Prends ce temps pour te reposer, faire les trucs que tu n'as pas le temps de faire à d'autres périodes de l'année. Peut-être refais ton site, mets à jour tes plaquettes. Sur le papier, voilà. Ouais. Mais il y a des jours où, je vais pas te mentir, j'ai moins le moral, quoi, tu vois. Mais c'est comme ça. Hein. Et moi, j'y arrive pas. Tu vois, quand il y a les périodes de creux, me dire, vas-y, je pars pendant X temps. Je suis tout le temps là en train de penser, à me dire, mais là, en fait, je pourrais optimiser ce temps-là pour faire, tu vois, comme tu dis, le site internet, les plaquettes, les trucs, les machins. C'est dur de se détacher, d'arriver à vraiment couper. C'est très dur. Je coupe jamais, hein, je te le dis. Je te souhaite d'apprendre à le faire parce que ça fait du bien. J'ai coupé une semaine, il y a quoi là, il y a deux semaines. Mais au fond de moi, tu sais, derrière la tête, là, t'as un petit truc et tout. Et ouais, mais le truc, c'est que quand t'es à ton compte, tu vois, les gens t'écrivent tout le temps. Ouais. Ils se rendent pas compte, hein. Mais c'est vrai. Si t'écrivent le week-end, quand t'as ton jour de repos à 22h, 23h, ils t'envoient des textos. Et c'est vrai que en fait, t'es dans une société où c'est Amazon. Tu veux commander un produit, tu veux l'avoir le lendemain. Et en fait, si tu réponds pas des fois rapidement, tu peux louper le truc. Et du coup, tu as tendance à répondre et à être tout le temps over-connecté. Et je sais que c'est dur. Moi, pendant de nombreuses années, j'avais beaucoup de mal. Et au fait, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, stop, faut apprendre à couper. Et en fait, ça te permet de te ressourcer pour mieux repartir. Mais je te dis ça, c'est très récent. Hein. Donc, ça fait 12 ans. Et ça fait que quelques années que j'arrive à avoir ce truc. Au bout de 10 ans, je pourrais peut-être... Non, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Mais ça, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, en plus, tout le monde est très pressé, veut tout de suite, et n'a plus cette espèce de respect, en fait, en se disant, là, il est 22h, je vais quand même pas envoyer un message. Ah non, en fait, la personne pense à quelque chose, on t'envoie, et nous, on a le réflexe aussi de répondre vite à cette demande, puisqu'on se dit, si on ne répond pas maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui prendra la place. Et même si c'est un client qu'on a déjà, on a toujours cette peur que si je lui réponds pas assez vite, finalement, en fait, il va se dire je prends quelqu'un d'autre parce que là, ça me convient pas, alors qu'on ne devrait pas être comme ça, parce que nous, ça nous bouffe et en fait, on devient esclave de notre propre entreprise, même si on aime ce qu'on fait et que c'est vraiment un métier passion. Mais c'est vrai qu'il y a cette partie qui est quand même très complexe, et pour tous ceux qui souhaitent se lancer, il faut quand même être conscient qu'on ne décroche pas totalement quand on a son entreprise. Est-ce que, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même être très polyvalent, est-ce que vous déléguez certaines tâches de votre entreprise, hein, je parle que ce soit de la comptabilité, peut-être des retouches ou du montage, de la com, de vos réseaux sociaux, ou vous faites tout vous-même? Quand on débute, je pense qu'on fait tout nous-mêmes. Je pense. Hein. Pas que. Toi, t'as délégué direct? Ah non, moi je délègue pas. Ah oui, pardon. Mais parce que tu dis quand on débute. Ouais, je sais pas pourquoi je suis partie. Non, mais c'est vrai que quand tu débutes, tu fais tout seul, tu te débrouilles, tu prends tout, machin, tu peux pas dire non, t'es là. Moi, aujourd'hui, je vais apprendre à le faire. Parce que... Apprendre à déléguer. Oui, mais c'est toujours pas d'actualité. Faut lâcher un peu du bébé, tu vois. C'est pas facile. Non, mais autant l'une que l'autre. Pour le moment, vous faites tout vous-même, que ce soit vos réseaux sociaux, la gestion administrative. Les Toi, montages, tu as un comptable aujourd'hui, mais c'est parce que tu es en société et ça, c'est une obligation. Mais il y a toute la partie quand même facturation, devis, gestion administrative, vos réseaux sociaux, les montages, retouches. Vous faites tout vous-même. Vous êtes toute seule, en fait.
Ouais, moi j'ai du mal à déléguer. Je pense parce que c'est notre bébé en fait, tu vois, et je suis très exigeante, pardon, envers moi-même. Et donc c'est vrai que je pense que j'aurais du mal si c'est pas fait comme moi j'aime, tu vois. Enfin, c'est difficile, hein, mais. Ouais, je la rejoins, hein. Je la rejoins Mais on a totalement. des caractères bélier-taureau, hein, donc. T'es bélier. Et oui. Je comprends tout maintenant. Mais par contre, j'aimerais, ça pourrait m'aider, tu vois. Plus moi, ce serait plus dans la com. Si je pouvais me décharger un petit peu de cette partie, avoir quelqu'un qui m'aide sur mes réseaux sociaux pour me faire mes backstage, mes réels, tout ça, ça me ferait gagner beaucoup de temps. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une grande place dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut énormément communiquer. Et en fait, en plus de tout ce que vous avez à faire, il faut trouver le temps pour créer du contenu, le programmer, toutes ces choses à trouver des idées. Et c'est vrai que ça devient assez intense et pesant dans le quotidien. Déléguer sur la photo, je trouve ça délicat parce qu'en fait, j'ai mon œil, j'ai ma retouche, j'ai ma patte et je pense que les gens, toi comme moi, ou enfin de manière générale, vont vers un photographe pour son style, quoi, tu vois. Et c'est difficile, on n'a pas la même technique de prise de vue, la même technique de retouche, etc. ou de post-prod. Ça, je pense que je pourrais pas déléguer, tu vois, clairement. Mais les réseaux sociaux, ouais, ça... Ça, oui, c'est plus facile. Et c'est vrai, je pense qu'effectivement, dans la vidéo, c'est un peu difficile aussi de déléguer cette partie-là. Ouais, c'est plus délicat. C'est sûr que quand tu as ta patte artistique, que tu as tes réflexes, que tu connais aussi ta clientèle, forcément, c'est plus délicat, quoi. Et du coup, quand on est seul, du coup, on en parle si on n'arrive pas à déléguer ou qu'on n'a pas les moyens de déléguer, comment on gère la post-production ? Ça demande un peu d'orga quand même. Ouais, ça demande de l'organisation. Ouais, il faut être assez organisé pour pas te laisser déborder parce que tu peux vite être sous l'eau si tu enchaînes les projets. Au début, je pense que ça va, mais quand tu commences à grossir et enchaîner les projets, tu as intérêt quand même d'être organisé, d'avoir un bon suivi. Ou de déléguer, du coup. Ou de déléguer, ou de te laisser un moment dans ta semaine post-prod, tu vois. C'est très compliqué. Oui, parce qu'il faut savoir gérer votre planning entre le moment où on shoot, où on tourne, et les jours où, en fait, c'est que de la post-production. Moi, je sais que, tu vois, c'est hyper clair ce que tu as dit, mais à chaque fois, je me dis, je me laisse une semaine de post-prod où je fais rien, etc. Mais il y a un rendez-vous qui arrive, j'ai des appels clients, j'ai aujourd'hui la gestion des podcasts ici, et en fait, j'y arrive pas. Donc, à un moment donné, quand après, tu fais plusieurs projets, que tu as plusieurs micro-entreprises à gérer, bien sûr que faire tout seul, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Tu y arrives, vous y arrivez toutes les deux, mais forcément, ça demande un peu de sacrifice, c'est-à-dire que c'est peut-être des journées à rallonge. Bah oui, c'est des journées de 12 heures, hein, clairement. Alors, je sais pas toi, mais moi, par exemple, il y a des moments où je sens que je suis pas dans le mood. Ah ouais. Et genre, j'y arrive pas, tu vois. Il n'y a rien qui va dans ces moments-là. Ah ouais, c'est... Tu n'arrives même pas à retoucher une photo, quoi. Ah ouais, il y a des journées, tu vois, tu te bloques la journée pour retoucher et en fait, t'es bloqué, t'as envie d'aller voir un truc sur Amazon, puis après tu vas voir un autre truc. En fait, tu fais tout sauf la post-prod. Tu cherches tous les moyens et ces journées-là, elles sont horribles. Et à contrario, t'as des journées où tu vas être déter, tu vas être dans ta bulle et là, ça va y aller genre... moi, ça m'arrive des fois, je te torche 4 séances en pas longtemps, tu vois, mais parce que je sais pas comment expliquer, mais je suis dans un mood où je suis au taquet. Et ça, faut apprendre à le gérer. Et en fait, maintenant, quand j'ai des journées où je sens que je suis pas dedans, je fais autre chose et j'attends d'avoir cette créativité pour retoucher mes photos, quoi. Ça, c'est dur. En plus, vous êtes toute seule, donc forcément, il n'y a pas une personne pour vous remplacer et dire « T'inquiète, là, tu n'y arrives pas, je vais faire ça pour toi. » Donc, après, c'est une forme d'intelligence aussi de se dire je continue de travailler, mais différemment, puisque là, je ne suis pas dans un mood où OK, je vais être productif, ça ne sert à rien. Et je passe à autre chose, parce qu'effectivement, on peut tout de suite être freiné, en fait, dans sa créativité, dans son travail. Et ça c'est un peu compliqué quand même. Ouais, et puis tu vois, par exemple, typiquement sur un mariage, moi j'ai besoin vraiment de me replonger dans la journée, de ressentir, tu vois, l'émotion dans mes photos. Et si je suis pas dans un truc comme ça, je préfère d'attendre d'être dans ce mood-là, tu vois. Mais ça, c'est un truc artistique, je pense. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou... Ben, moi, tu vois, sur le mariage, ça me le faisait souvent. Ah ouais. C'était waouh. T'as tourné il y a peut-être 2-3 semaines, parfois, parce qu'après, ça s'est enchaîné. Et là, tu dois te mettre dans le teaser de base.
et après je rends le long film. C'est dur. Faut être dedans, ouais. Ouais, c'est très très dur. Ouais, se replonger en fait dans la séquence qui a été tournée, on va dire ça comme dans ça. l'émotion, dans la journée, dans tout. Au niveau de vos prestations, comment vous fixez vos prix pour éviter déjà de vous sous-évaluer, tout en restant quand même compétitive? Parce que je sais que ça, c'est vraiment une partie qui est compliquée, c'est fixer ses prix. Alors, c'est un vrai casse-tête. Enfin, en tout cas, au début, quand tu découvres... Le métier? Ouais, le métier, tu te dis, j'ai mon matériel à acheter, j'ai mes heures de présence sur le tournage, et après, j'ai toute la partie post-production, qui n'est pas évidente à chiffrer. Tu te retrouves avec ces 3 parties-là à gérer, la pré-prod, comme on disait au début, la production et la post-prod. Et qu'est-ce que j'en fais? Donc, moi, je sais qu'au début, je faisais un peu des erreurs, et je m'étais sous-évaluée. Et malheureusement, à force d'apprendre, c'est pas que tu augmentes tes tarifs, mais c'est que vraiment, tu te rends compte de toutes les erreurs que tu as pu faire, et ton expérience te fait dire, alors maintenant, je vais mettre un taux journalier, donc c'est-à-dire que ma journée, c'est tant de montage, et ma journée de tournage, c'est tant. Et ensuite, tu multiplies au nombre de jours que tu vas faire. Voilà, si tu pars 5 jours en tournage, c'est 5 fois ton temps de tournage. Et de fixer un tarif à ta juste valeur aussi. Ça. Comment tu y arrives? À un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je pense que mon travail vaut telle somme, en tout cas, et je vais être rentable à partir de ce certain seuil monétaire. Mais c'était pas facile au début. Après, c'est combien je veux gagner en 1 heure, par exemple. Il faut se poser des questions. Mon taux horaire, c'est combien? Ou combien je veux gagner à la journée? Combien je veux gagner sur 1 semaine de tournage? En plus, c'est compliqué dans vos métiers parce que chaque projet est différent. C'est hyper intéressant. Il y en a qui facturent au projet. Et c'est possible. Par exemple, si demain tu fais une pub pour la télé, comme l'audience, comme les chiffres et le projet est différent d'un particulier, il y en a qui font comme ça, qui distinguent. Moi, je distingue pas. Après, il y aura peut-être des clauses si vraiment un jour, ça c'est dans les contrats. Mais aujourd'hui, ma journée de tournage c'est tant, ma journée de montage c'est tant. Et c'est non négociable. Aujourd'hui, c'est non négociable. Non négociable, voilà. Il y a des offres qui peuvent être faites, je peux ajuster certaines choses, je peux offrir des choses, mais le tarif journalier n'est pas négociable. Mais ça, c'est au bout de 6 ans que je peux dire ça, parce qu'au début... Mais ouais, après, nous, on n'a pas la même façon de tarifer. Oui. C'est-à-dire que Alex, elle va te donner un tarif de prise de vue, on va dire, de tournage, et un tarif de post-prod. Moi, quand je vends un shooting, je vais te vendre une formule. Je te dis une bêtise, un shooting par exemple à 200 €. Par exemple, une demi-heure, 200 € avec 10 photos, c'est un de mes tarifs. Mais en fait, les gens, ils n'ont pas conscience comme toi, ils n'ont pas le descriptif. C'est-à-dire, ils vont se dire, putain, la meuf, elle se fait 200 balles en une demi-heure, ça va pour elle, tu vois. Alors que, en fait, il n'y a pas une demi-heure de taf. Il y a une demi-heure de prise de vue, mais j'ai un peu préparé avant, j'ai pris du temps pour toi, pour te renseigner, j'ai pris du temps pour te préparer un petit guide que je t'ai envoyé. Après, je vais vider ma carte, je vais trier tes photos, je vais les retoucher, ça va me prendre du temps, tu vois. Et aussi, c'est un tarif TTC. Oui, j'allais te le dire, 200 €, c'est pas ce qu'il y a dans ta poche. Pas du tout. Donc, t'enlèves la TVA, t'enlèves tes cotisations, tes logiciels et compagnie, et au final, il te reste pas... Pas grand-chose. Donc, et en fait, je pense que nous, on le sait. Oui. Mais un client, surtout je parle pour les particuliers, ils n'ont pas conscience de tout ça. Après, c'est normal, ils ne peuvent pas deviner toutes les étapes. En revanche, c'est intéressant parce que quand, moi ça m'est arrivé qu'un client reste avec moi un petit peu en montage, sur un projet, ah ouais, et oui. C'est tout ça. Ah et oui. Et là, il y a un petit déclic. Compte. Voilà. Effectivement, ils ne se rendent pas compte, eux ne voient que la presta qui est faite devant eux, mais il y a tout en amont déjà installé, parce que ça c'est identique. Préparer, installer votre matériel, le setup. Toi, tu envoies le guide et puis en même temps, tu te dis ok, elle veut telle photo, donc je sais qu'il faut que je prépare comme ça. Toi, c'est ok, c'est tel tournage, peut-être trouver un lieu autre, un peu la logistique, et en même temps charger votre matériel, préparer le matériel, le stockage, ainsi de suite. Le jour J, être dedans, mener à bien son tournage ou son shooting, et puis ensuite il y a toute la partie post-production qui est tellement intense et que les gens ne se rendent pas compte. Donc en fait, vous fixez vos tarifs en fonction aussi de votre temps de travail. Mais le réel, pas seulement le tournage, et les gens s'arrêtent sur « Ah mais c'est un tarif tournage shooting ». Non. Pas du tout. Ouais, et puis ils oublient aussi, après, comme dans tout boulot, t'as tes charges, genre t'as ton studio que tu loues, ton matériel, le matériel photo-vidéo, c'est très cher. Ah, c'est très très cher. Moi, j'ai un client la dernière fois qui me dit « Ah Lucie, je me suis acheté un appareil là pour mon activité, je me rendais pas compte que c'était aussi cher, tu vois. » Et tous les accessoires. Ouais.
Parce que tu payes ton appareil, tu payes ta focale, mais il te faut plein de batteries, il te faut les chargeurs, il te faut les cartes SD, en fonction de comment tu filmes. Enfin, moi, je sais que mes cartes SD coûtent assez cher. Le stockage, ben, n'en parlons pas. Ton ordi? Mon ordi, Faut un truc puissant, l'ordi, tu c'est vois. cher, hein. Ah ouais. Ah ouais. Non, il y a beaucoup Donc, de choses. Hein. Ouais, c'est délicat. Nous, comme on est soumise à TVA, on est forcément en concurrence. Et en plus, c'est un peu d'actualité en ce moment, l'auto-entreprise avec les taux de TVA, etc. On est souvent en concurrence avec des gens qui facturent du hors-taxe. Moi, si tu regardes la journée que je te facture maintenant en TTC, en fait, j'ai le même hors-taxe qu'il y a quelques années. Je gagne la même chose dans ma poche. Mais voilà. Bon. Enlevez-nous la TVA. Ouais, la TVA, franchement... c'est pas cool. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. 20% en plus. Les cotisations et tout, je veux bien, tu vois, mais la TVA, vraiment, c'est trop. Moi, je suis moins touchée quand même, parce que comme je travaille essentiellement avec des professionnels, mais sur le particulier, c'est sûr que c'est plus complexe. Délicat. Bah oui, parce que le particulier, il paye réellement le TTC. Et même nous, ça nous embête de se dire, en fait, j'ajoute 20%, mais on n'a pas le choix. La petite question un peu pour clôturer ce podcast. Si vous deviez repartir de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez de différemment? Elle est dure cette question. Je sais pas si je changerais des choses, tu vois. Je pense que ça devait se passer comme ça et si des fois j'ai fait des erreurs, bah, j'ai appris. Ouais, on a rebondi. Hein. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai en fait. C'est comme ça que tu apprends, que tu peaufines, que ce soit pour ton offre ou ta façon de faire. Franchement, je changerais rien. Ok, intéressant de savoir ça. Peut-être que... Non, il y a quand même un truc. Si, j'ai appris très tardivement à poser mes limites. Je pense que j'apprendrai à les poser un peu plus rapidement, mais au début, le truc, c'est que tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu veux louper aucun projet. C'est ça, donc c'est pas le évident. début, en fait. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Non, je changerais pas grand-chose. Mais je pense que je me ménagerais un peu plus, tu vois. Parce que, voilà. On a senti un regard complice en mode, là, on se comprend. Tu vois, quand tu fais genre 150 projets dans l'année et qu'après, t'es très fatigué, épuisé et que physiquement, t'as trop forcé. Voilà. Ça, je le... Parce que la difficulté dans vos métiers, autant l'une que l'autre, c'est que c'est un métier à la fois physique et à la fois mental, en fait. Vous combinez vraiment les deux. En plus, être à son compte, bah forcément qu'il y a aussi toute la partie intellectuelle, parce qu'il faut penser à l'administratif, faire ses devis, les factures, fixer ses prix, savoir communiquer avec son client, tout ça. C'est vrai que c'est quand même assez intense, en fait, hein, dans vos métiers. Ah ben ouais, c'est très polyvalent, hein. On s'ennuie pas. Hein. C'est tout en même temps, donc c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, surtout quand tu es en période de haute saison où tu enchaînes les projets. Alors moi, personnellement, c'est l'été. Je sais pas toi, mais c'est pareil. Et des fois, moi, j'ai fini sur les rotules parfois en fin d'été. Hein. Ouais, je suis d'accord avec Lucie, il faut savoir poser un peu ses limites à un moment donné et se dire, ok, là, c'est trop, j'ai pris trop de choses en même temps, je suis fatiguée, donc je me repose ou je dis non à tel ou tel projet, quoi. C'est pas facile au début. Poser ses limites avec toi et des fois aussi avec ton client. Ah oui. Pour pas que ça déborde. Ouais. Mais écoutez, en tout cas, merci à toutes les deux pour cet échange. J'espère que ça va permettre à des personnes qui souhaitent se lancer ou qui sont déjà en activité de répondre à quelques questions, de se sentir en fait écoutées en mode « Ah mais moi aussi je vis exactement la même chose qu'elle ». C'était hyper intéressant de connaître un peu l'envers du décor de vos métiers et finalement, vous n'êtes pas ennemis. Photographe, vidéaste. Pas du tout. Mais ça, il faut arrêter ça, de dire ça. Hein. Il faut arrêter. Au contraire, c'est complémentaire. Ouais, c'est clairement complémentaire. Ouais, ce serait idiot de faire l'inverse. Oui, bien sûr. Super. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, de beaux projets pour cette année, les années à venir. Merci. Et merci d'être venu au Créateur Studio. Avec plaisir. Merci Lucie, à bientôt. Merci Alex.